Le 27 août 2019, le premier prototype de Starship, nommé Starhopper, réalisait son premier et unique vol en altitude à près de 150 mètres. Ce jour-là, et bien que les premiers essais et vols de quelques mètres aient déjà eu lieu, signait symboliquement le début des essais de prototype et du développement du Starship. Bien que le projet ait eu le temps de mûrir sur le papier bien avant ça, il est passé entre début 2019 avec le début de la construction du Starhopper et septembre 2021 d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui, le Starhopper n'est plus qu'une décoration, un souvenir précieusement gardé. En moins de 2 ans, le site s'est transformé à une vitesse tout simplement phénoménale, accueillant aujourd'hui des bâtiments d'assemblage, un pas de tir orbital en construction, des réservoirs de carburant de tous les côtés, et j'en passe. Et les choses ne sont pas prêtes de s'arrêter. Afin de, justement, voir les dernières actualités du développement et peut-être commencer à parler de vol orbital, je vous propose, pour l'épisode de cette semaine, d'aller faire un petit tour à Boca Chica, du côté de Starbase, le nom donné au site, afin de voir les dernières avancées réalisées. Néanmoins, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous après le générique. Depuis le vol du Starship SN-15, le 5 mai, il faut reconnaître que l'actualité à Boca Chica semble assez calme. Pourtant, depuis l'essai du SN-15, qui était une nouvelle génération améliorée, SpaceX a tout sauf chômé, tant du côté du Starship SN-20, premier prototype orbital, que du côté de son premier étage Super Heavy et des infrastructures au sol. Et justement, je vous propose de commencer par celle-ci. Du côté des infrastructures au sol, on notera, par exemple, que depuis le dernier épisode dédié au Starship, la construction de la tour de lancement du pas de tir orbital s'est partiellement achevée. Par exemple, même si les bras robotisés de la tour ne sont pas encore installés sur celle-ci, bien que l'opération approche à grands pas, l'essentiel de sa structure est en revanche déjà assemblé. Il faut dire que SpaceX avait dès le départ fait le choix d'assembler la tour par section et d'ensuite assembler les 9 sections ensemble, ce qui permit de gagner énormément de temps pour son assemblage. Pour rappel, la section 2 a été installée le 24 mai et la 9e le 28 juillet. Dans la même période, le 29, c'est également la table de lancement, sur lequel sera installé le couple Starship Super Heavy, qui a été transporté vers le pas de tir pour y être installé. À l'heure actuelle, le Quick Disconnect Arm devrait être bientôt installé sur la tour de lancement. Le travail de ce bras sera de s'occuper du remplissage des réservoirs du Starship en vue de son décollage. Mais d'autres bras vont encore, bientôt, s'ajouter à la structure, ceux dédiés à la récupération. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois, mais SpaceX a en effet l'intention d'attraper Super Heavy à l'atterrissage avant qu'il ne touche le sol, à l'aide de bras installés directement dans la tour de lancement. L'objectif, en attrapant ainsi Super Heavy grâce à ses ailerons, est de réduire la charge du lanceur.
Bien que l'opération nécessite une extrême précision et impliquera probablement quelques échecs, la manœuvre permettra de se passer des pieds d'atterrissage. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. La masse à vide, donc sans son carburant, d'une Falcon 9 est de 25,6 tonnes. Le carburant, lui, en rajoute près de 395, mais ce n'est pas le sujet de cette parenthèse. Le sujet, ce sont les pieds des Falcon 9 qui font, chacun, près de 600 kg. Ainsi, sur les 25 tonnes à vide, c'en sont près de 2,4 rien que pour la récupération. À titre de comparaison, les ailerons, les fameux great fins, ne pèsent, quant à eux, que quelques dizaines de kilos à une centaine maximum, en fonction des sources. Pour Super Heavy, étant donné que les matériaux sont différents et que les ailerons seront beaucoup plus grands, il est certain qu'ils seront aussi beaucoup plus lourds. Néanmoins, ce choix permet de gagner un peu de masse et donc, possiblement, quelques kilos de charge utile en plus pour Starship et Super Heavy. Pour terminer du côté des installations au sol, on notera également l'avancée de la légion de 8 réservoirs et de leur isolation qui serviront à stocker l'oxygène liquide, le méthane liquide et l'eau pour arroser le pas de tir lors des lancements. Du côté de Starship et de Super Heavy, justement, nous avons pu assister, en juillet, aux essais du booster numéro 3 et à la sortie du numéro 4. Pour le SN20, c'était début août, son départ vers son pas de tir. Dans la même période, le 4 août, on a pu assister à un essai de pressurisation à l'azote liquide du Super Heavy numéro 4. Mais l'une des étapes symboliques les plus importantes aurait été franchie le 6 août avec l'assemblage du SN20 sur BN4, le temps de quelques heures, nous gratifiant, au passage, d'un magnifique aperçu de ce à quoi ressemblera le premier vol orbital. Mais cet assemblage n'a pas non plus duré longtemps. Les deux véhicules sont repartis chacun de leur côté en vue de leur préparation à leur vol orbital. C'était également l'occasion de changer des moteurs, d'huile de protection thermique, vérifier certains conduits de carburant, et j'en passe. Pour l'anecdote, l'un des premiers Raptors installés sur BN4 était numéroté RB2. Il a ensuite été surnommé R2B2 et s'est vu ajouter un petit dessin d'R2D2 avant sa livraison à Boca Chica. C'était la petite anecdote inutile mais qui donne la banane de l'épisode. Mais assez parlé de Raptor, de robots et de bananes, et retournons plutôt au chantier. À l'heure actuelle, le premier vol orbital se fait encore attendre et, même si les essais statiques devraient bientôt débuter, il faudra probablement encore attendre un peu, car bien que SpaceX n'ait pas de retard particulier, ceux-ci doivent en revanche encore attendre les autorisations de la FAA pour réaliser ces vols orbitaux. La Federal Aviation Administration est en effet en train de mener une enquête environnementale avant d'autoriser les lancements et, de plus, elle doit aussi autoriser les commentaires publics 30 jours après la publication de ce rapport. Ainsi, le vol orbital pourrait encore se retrouver obligé d'attendre de quelques semaines à quelques mois. Mais la FAA n'est pas non plus à blâmer systématiquement. Son travail est avant tout de garantir la sécurité des équipes au sol, des habitants
et de l'environnement au sens le plus large du terme. Ainsi, bien que SpaceX ait le désir d'avancer très rapidement, de telles autorisations nécessitent impérativement du temps. Et, même si on peut blâmer la tendance à la lenteur de la bureaucratie américaine, et pas que, il est aussi important de se rappeler pourquoi ces règles sont là. En parallèle de tout cela, ce sont déjà les Starship SN-21 et Super Heavy numéro 5 qui ont débuté leur assemblage. Ainsi, même si le premier vol orbital risque d'encore un peu se faire attendre, le second, lui, devrait suivre rapidement. Pour rappel, lors du premier vol, ni le Super Heavy ni le Starship ne seront récupérés. Super Heavy atterrira en mer près du Nouveau-Mexique et le SN-20 près d'Hawaï. La récupération, avec les bras pour Super Heavy et les plateformes Phobos et Deimos pour Starship, devra encore attendre au minimum le second vol orbital. Néanmoins, si et seulement si les ailerons du BN4 ont été conçus pour ça, et que l'autorisation qui se fait attendre laisse le temps d'installer les bras de récupération, on peut éventuellement espérer voir une tentative dès le premier vol orbital, mais notez que ceci reste très spéculatif. En plus de tout ça, il faut aussi noter le début de la construction d'un nouveau bâtiment d'assemblage qui sera un peu plus haut et surtout beaucoup plus grand. Avant de terminer, cependant, encore deux petites choses. Les Starship SN-15 et 16 ont tous deux été placés à l'écart pour être exposés et ne devraient donc pas voler ou revoler. On notera aussi l'arrivée le 24 août d'un réservoir d'essai pour les GSE qui fut testé le 26. En résumé, le développement, bien qu'il fasse moins parler de lui ces temps-ci, continue malgré tout à grande vitesse et on ne peut, en tout cas, qu'espérer un vol orbital d'ici quelque temps. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode, un peu plus court que la moyenne, j'en suis désolé. J'espère néanmoins qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.